Bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la Semaine Éco. Après que l'Algérie ait été classée en pole position dans le monde arabe en matière de baisse du taux du chômage ces 10 dernières années, la situation se voit changer cette année selon l'enquête menée par l'Office national des statistiques. Le taux du chômage est en hausse, il passe de 10,6 à 11,2%. Quelles sont les différentes raisons de ce changement, de ce renversement de cette situation? Quelles sont les différentes perspectives? Quels sont les différents dispositifs que nous devons suivre pour qu'on puisse donc lutter contre cette hausse? Ce sont les grandes lignes que nous allons essayer de développer ce soir en compagnie de nos invités, à savoir M. Chalal Mohamed Taher, DG de l'ANEM. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. M. Louaï Jafar, vous êtes cofondateur de Emploitique.com, le leader donc de l'emploi, des offres d'emploi par Internet. Et enfin avec nous, Zinedine Nedil, chef de projet de WebHelp. Bonsoir messieurs, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'entamer notre débat, je vous propose de suivre un petit peu les résultats auxquels sont arrivées l'enquête de l'Office national des statistiques. C'est un reportage signé Nawal Abada. L'enquête emploi auprès des ménages réalisée périodiquement par l'Office national des statistiques révèle une hausse du chômage. De 10,6% en septembre 2014, il a atteint 11,2% à la même période de 2015. Mais si le nombre de chômeurs a progressé, il faut savoir que celui de la population active, c'est-à-dire occupée et en quête d'emploi, a également évolué. La population active, elle est passée de 11 453 000 personnes à 11 932 000 personnes entre septembre 2014 et septembre 2015. Cette évolution de la population active, elle est imputée essentiellement à une hausse d'une part de la population occupée et d'autre part de la population en chômage. Décliné par sexe, le taux de chômage des hommes représente 9,9% contre 16,6% pour les femmes. L'évolution du taux de chômage est toutefois différenciée selon le niveau de qualification. Ainsi, la tendance haussière est tirée, selon le rapport de l'ONS, par les personnes sans aucune qualification et qui représentent plus de la moitié de la population active. Les diplômés universitaires ayant connu, eux, en revanche, une régression dans leur taux de chômage. Sur le 1 337 000, 55% des chômeurs n'ont aucune qualification et aucun diplôme. Nous observons qu'il y a une baisse du taux de chômage des universitaires puisqu'il est passé de 16,4% à 14,1%. Qu'en est-il en matière de structure de l'emploi ? En matière de structure de l'emploi, donc nous remarquons évidemment que le salariat forme la forme d'emploi la plus dominante. Il est à noter que près de 70% des occupés sont des salariés. Par secteur d'activité, les services arrivent en tête avec un peu plus de 61%, suivi par le BTP qui emploie près de 17%. L'industrie absorbe, elle, 13% de la main-d'œuvre totale pour laisser 8,7% à l'agriculture. L'heure est aujourd'hui à l'analyse objective et fructueuse des statistiques publiées par l'ONS par tous les intervenants du marché du travail, surtout en cette conjoncture économique particulière. C'était donc les résultats auxquels sont arrivés l'enquête de l'Office national des statistiques, M. Chalel. Donc, en 2014, nous étions à 10,6%. En 2015, on passe à 11,2%. Donc, on enregistre une hausse de 0,6%. 0,6% d'abord, est-ce que c'est une hausse sensible ou elle est insignifiante? Moi, je pense que la hausse n'est pas très sensible. Je préfère parler d'un chômage qui n'a pas très bien baissé. Pourquoi j'étais mes propos par ce que vient de dire Mme Lekhel au niveau du VTR, puisqu'elle parle d'un volume de la population active qui a augmenté de plus de 4,2%. Donc la population active a augmenté, naturellement donc la population occupée va augmenter, et la population qui n'est pas occupée va aussi augmenter. Mais on constate que le volume de la population active a augmenté de 4,2, mais le chômage a augmenté de 0,6, donc même pas 1%. Mais on considère que c'est toujours une petite hausse du taux de chômage. Donc il y a des explications. Vous avez dans toute la structure du chômage,
vous avez 55,7% qui n'ont aucun diplôme, aucune formation. Donc même si vous avez des offres d'emploi, vous allez toujours avoir des difficultés d'insertion pour cette catégorie donc de demandeurs d'emploi ou de chômeurs qui n'ont pas donc, de qualification, qui n'ont pas les aptitudes nécessaires pour accéder au marché de l'emploi. C'est une frange de la population qui est en difficulté d'insertion. Je pense qu'il faut analyser de cette façon. Et puis on constate aussi qu'il y a une baisse du taux de chômage des universitaires, une hausse du taux de chômage des jeunes. Ben, ça s'explique, ça corrobore, puisque le taux de chômage des jeunes a légèrement augmenté. Donc ça s'explique aussi par cette question d'une grosse partie des chômeurs qui n'a pas vraiment un grand niveau de qualification et des diplômes pour accéder sur le marché de l'emploi. Donc, la première explication, donc on peut la lier à une question démographique qui est naturelle. Hein. Donc vous avez, il faut dire aussi qu'il y a, donc à la faveur du progrès social qu'a connu l'Algérie ces dernières années, il y a une légère augmentation donc du niveau de vie aussi. Niveau de vie, une augmentation du niveau de vie, une baisse de la natalité infantile, après des années de terrorisme, donc il y a eu une reprise quand même au niveau de la vie en général. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a beaucoup plus de ménages, et nous allons arriver à 40 millions d'habitants. Ça, c'est la question démographique. Maintenant, on va passer par rapport à la question économique. Au plan économique, le phénomène qui est constaté sur le marché de l'emploi, c'est une économie qui absorbe. Pour nous, elle absorbe, c'est-à-dire si dans l'absolu, on essaie d'évaluer le nombre de placements qui sont faits par l'économie, il y a sur les 4 dernières années une hausse vraiment sensible de 15 à 18% d'année en année. Oui. C'est-à-dire si vous comparez ce qui a été placé l'année passée, par exemple au niveau de l'ANEM l'année passée, on avait placé quelque chose comme 350 000. Cette année, on arrive à presque 500 000, 490 000 placements qui sont faits dans l'économie, avec 80 000 qui sont faits dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que l'économie évolue, mais elle n'évolue pas au même rythme que la demande. Parce que vous avez aussi une demande en stock. On enregistre toujours une demande en stock. Donc, c'est des demandeurs d'emploi qu'on n'arrive pas à placer sur le marché par rapport à la loi de l'offre et la demande, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres d'emploi. Mais aussi aussi de compatibilité peut-être entre les demandeurs et... C'est des questions d'inadéquation et d'adéquation sur le marché de l'emploi. Donc, la deuxième question, elle est liée aux capacités d'absorption de l'économie. Mais, pour cette question-là, je pense que nous constatons une tendance haussière. Nous souhaitons que cette tendance va arriver au même niveau que la tendance aussi de l'augmentation de la population active. Monsieur Jafar, alors vous exercez depuis 2006, donc vous êtes à la tête de Emploitique.com qui est le leader donc, du recrutement par Internet. Donc 2006, vous avez un petit peu vécu cette décennie, on a vu une baisse du taux du chômage. Aujourd'hui, donc il y a cette enquête qui prouve qu'il y a quand même une légère, même si c'est une légère hausse. Est-ce qu'à votre niveau, vous ressentez un petit peu cette hausse du taux du chômage? Sincèrement, nous agissons à un niveau micro. C'est-à-dire que la taille dans laquelle on opère, c'est quelques dizaines de milliers de recrutements par an, ce qui n'est pas significatif par rapport à ceux annoncés par l'ANEM et l'ONS qui sont 400-500 000 recrutements. Sur cette catégorie-là, qu'est-ce que nous remarquons? D'abord, que les entreprises n'arrivent pas à recruter vite. Elles n'arrivent pas à trouver les talents nécessaires à leur développement. Est-ce que c'est toujours par rapport à ce qu'a dit M. Chahlel, donc la compatibilité et la flexibilité des demandeurs d'emploi? Tout à fait. En fait, ce n'est pas la flexibilité, mais plutôt l'incompatibilité ou l'inadéquation entre ce que recherche l'entreprise et ce qu'offre le marché de l'emploi, comme demandeur d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose que nous constatons. Et sincèrement, aujourd'hui, cette légère hausse du taux de chômage, nous, on ne la constate pas trop dans notre activité. Il y a aussi un deuxième volet qui est la conjoncture. Donc, le reportage en a parlé, une conjoncture économique spécifique. Mais nous, ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il y a des secteurs économiques, en effet, qui souffrent. Donc, tous ceux liés à l'importation, tous ceux liés aux gros projets ou à la commande publique. Par contre, il y a d'autres secteurs qui se développent énormément. Donc tous les secteurs des services, les secteurs des nouvelles technologies, les secteurs de l'industrie et de la production de biens, de l'hôtellerie, du tourisme en général. Donc, c'est-à-dire que les bassins d'emploi sont en train de changer de secteur, de ville, il y a de nouvelles zones qui émergent, les concentrations géographiques
elles sont de moins diminuent. L'emploi reste très concentré sur les grandes villes, mais diminue. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que les potentialités ou les potentialités qu'offre cette situation sont beaucoup plus importantes que les risques qu'elle présente. Voilà. Et qu'il reste des dizaines de milliers d'emplois non pourvus aujourd'hui. Monsieur Jaafar, vous qui êtes intermédiaire entre demandeurs d'emploi et employeurs, quels sont les secteurs qui émergent plus et qui se développent plus et qui offrent plus d'emplois en fait compte aux demandeurs? Parfait. Si vous voulez, on peut parler de secteur ou de fonction, mais je préfère parler de secteur parce qu'on comprend tout de suite ce qui ne va pas. Ce qu'on a remarqué entre 2013-14 et 2015, les secteurs du commerce et de la distribution, donc tout ce qui est lié à l'importation, souffrent. D'accord. Ça fait, la politique des pouvoirs publics est de diminuer l'importation. Donc, on veut rendre la production plus facile que l'importation, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. Et donc, ce sont des secteurs qui souffrent, dont le secteur de l'automobile. De l'autre côté, vous avez les secteurs des services, donc les petites PME principalement. C'est des secteurs qui se développent beaucoup. Dans celui des nouvelles technologies, c'est un secteur que nous connaissons bien. Comme je disais tout à l'heure, le secteur de la production industrielle, c'est un secteur qui se développe énormément. Les hôtels, vous avez des centaines de projets d'hôtels, dont une vingtaine de grands hôtels qui vont employer 100, 200, 300 personnes qui sont en train de naître et de voir le jour entre l'année dernière et cette année, et puis beaucoup de petits hôtels de proximité dans les villes. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des secteurs liés à l'activité d'import, sincèrement, qui aujourd'hui souffrent. Tous les autres secteurs productifs, aujourd'hui, il y a une sorte d'appel d'air qui les pousse à croître et à se développer. Monsieur Chahel, pour revenir un petit peu au reportage que nous avons vu tout à l'heure sur les résultats auxquels l'Office national des statistiques est arrivé, on a relevé que les femmes, en fin de compte, se retirent un petit peu du marché d'emploi. À votre avis, pourquoi ? Je ne pense pas qu'elle se retire du marché de l'emploi. C'est-à-dire, elle se retire peut-être au niveau des inscriptions. Par exemple, au niveau de l'ANEM, on a la même tendance. Donc, les femmes ne dépassent pas 30% en termes d'inscription au niveau de l'ANEM. Donc, c'est vraiment volontaire. Et puis maintenant, on voit même dans l'enquête de l'ONS que la femme est beaucoup plus présente. Par exemple, vous avez 8 femmes sur 10, elles sont dans le salariat. Et 2 femmes sont entrepreneurs. On n'avait pas ces chiffres auparavant. Par exemple, le taux de femmes chefs d'entreprise, il était autour de 9%. Aujourd'hui, il est autour de 15% de l'ensemble des entrepreneurs algériens. Au niveau du salariat, vous avez des secteurs où la femme, donc, elle est beaucoup plus présente. Par exemple, dans le secteur de la santé, de l'éducation nationale. Mais elle est en train maintenant de rentrer dans d'autres secteurs qui sont habituellement des secteurs, entre guillemets, réservés aux hommes. Mais aujourd'hui, je pense que la femme est beaucoup plus présente sur le marché de l'emploi au niveau de la population occupée. Maintenant, au niveau de la population, donc au niveau des inscriptions, des démarches, parce qu'il y a les démarches de demande d'emploi, elles sont, c'est vrai, de moins en moins présentes. On explique aussi la présence beaucoup plus active de la femme sur le marché de l'emploi au fur et à mesure que le niveau de la femme augmente. Parce que vous savez que... On parle de niveau d'instruction. Niveau d'instruction de la femme. Aujourd'hui, nous avons plus de 50% des jeunes qui obtiennent donc leur baccalauréat sont des femmes. Et on les retrouve forcément sur le marché de l'emploi. Je voudrais juste revenir sur les résultats de l'enquête pour ajouter quelques éléments. Et je suis d'accord avec Jaafar par rapport à... Donc, quand il dit que vraiment il n'y a pas lieu de s'inquiéter trop par rapport à cette question, je pense que la situation actuelle offre beaucoup plus d'opportunités. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez donc auparavant, au niveau de la consommation, presque la totalité des produits et des services qu'on consommait étaient produits à l'étranger. Donc, quel était le phénomène? Le phénomène était le suivant. Donc, on faisait de la consommation ici et on faisait de la croissance ailleurs. Aujourd'hui, quand on limite les importations d'un côté et on améliore le climat des affaires d'un autre, puisque je le confirme, même au niveau de l'ANEM, au niveau du réseau de l'ANEM, nous recevons aujourd'hui beaucoup d'offres d'emploi qui nous parviennent des zones industrielles. Il y a beaucoup d'espace et des zones industrielles au niveau des wilayas. Vous avez même des wilayas qui commencent à se spécialiser. Par exemple, vous avez Blida et Bjaya, et c'est des wilayas qui sont vraiment spécialisés dans la production donc, agroalimentaire. Vous avez la wilaya de Borj Bouariric
niche qui est vraiment spécialisée dans l'électronique. Et puis, donc on peut réellement parler de retombées positives qui encouragent un petit peu la population à travailler plus. À travailler plus. Bon, c'est pas des retombées positives, mais c'est une, on va dire, c'est une posture, c'est une situation où on est maintenant. Donc on se retrouve dans une situation où on doit aller vers la production locale. Les consommateurs algériens, et j'en suis un, moi je suis consommateur aussi. Donc aujourd'hui, il y a des produits qu'on avait l'habitude d'acheter qui étaient produits à l'étranger. Aujourd'hui, il y a des produits donc d'autres produits voilà, qui sont produits ici, donc et qu'on achète, et ça encourage et ça va booster l'emploi au niveau local. Donc les entreprises qui produisent, quand elles voient leurs produits consommer, ça va donc réduire leur stock et ça va donc créer d'autres demandes et ça va créer forcément de l'emploi. Donc la croissance donc la consommation, quand elle sera locale et elle va booster l'économie locale, elle va forcément créer de l'emploi. Alors vous êtes en train de nous dire de ne pas s'inquiéter pour les C'est-à-dire moi je suis vraiment optimiste parce que je commence en tant qu'observateur sur le marché de l'emploi de le constater. Mais on ne peut pas aller de 0 à 100 en une année. Mais je constate qu'au niveau, surtout au niveau du climat des affaires, il y a beaucoup d'entreprises. Par exemple, pour le secteur du tourisme, il y a des centaines de projets, je le confirme. Et ce sont, parce que je le confirme, en ayant au niveau du réseau de l'ANEM, reçu déjà des offres d'emploi. Et vous avez aussi, et ce sont des secteurs pérennes. Parce que demain, vous ne pouvez pas mettre une machine pour servir un repas ou pour, je ne sais pas, pour arranger une chambre ou pour préparer, pour faire un guide touristique. C'est toujours l'homme qui va le faire. Donc, ce sont des secteurs qu'on ne peut pas motoriser, qu'on ne peut pas mécaniser. Donc il y a toujours l'élément humain. Et puis il faut dire aussi que le secteur touristique est bien suivi, j'ai envie de dire bien encadré par la formation aussi, parce qu'il y a beaucoup de formations qui s'offrent aux jeunes. Même s'il y a beaucoup de formations, mais par rapport à la mobilité géographique, vous avez encore des offres d'emploi qu'on n'arrive pas à satisfaire dans certaines régions. Parce que les écoles qui forment donc, pour le secteur sont éloignées. Donc, et ça aussi, ça pose un problème, on peut en parler tout à l'heure, d'inadéquation et un problème aussi de mobilité professionnelle et géographique. Mais grosso modo, je peux me prononcer et dire qu'il n'y a pas trop, c'est-à-dire on ne doit pas s'inquiéter beaucoup. C'est une hausse qui est vraiment, bon, elle n'est pas sensible, mais on la comprend, on comprend cette hausse sur le marché de l'emploi par rapport à l'effet donc de l'effet démographique, l'effet aussi économique. Et puis, mais par contre, elle offre beaucoup d'autres opportunités pour encourager la production locale. C'est seule la production locale, l'économie, on le dit toujours, seule l'économie va absorber encore plus de demandes d'emploi sur le marché. Monsieur Djafal, juste pour revenir aux universitaires, donc aux diplômés qui ont fait des études supérieures, est-ce que le diplôme serait réellement le sésame permettant d'ouvrir les portes du marché de l'emploi? J'aimerais pouvoir dire absolument pas, mais je vais nuancer mes propos. Sincèrement. Ça dépend. Ça dépend. Oui. Il y a des métiers très techniques dans lesquels il faut avoir un diplôme. Pour être ingénieur en informatique, généralement, pas tout le temps, il faut avoir un diplôme en informatique. Quand on est mécanicien, ou quand on est médecin, ou quand on est chimiste. Par contre, il y a tous les métiers transversaux qui aujourd'hui en Algérie offrent beaucoup d'emplois. Donc tout ce qui est lié au commercial, à la relation client, tout ce qui est au marketing, tous les métiers administratifs dans lesquels les candidats peuvent exercer sans forcément avoir fait une école d'administration ou être avocat ou avoir fait des études de sciences sociales. Donc, pas tout à fait, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle ère où la partie soft de la personne, son savoir-être, est aussi importante que son savoir-faire. Et puis, il faut faire la différence entre le diplôme et la qualification. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire on peut avoir un diplôme et ne pas réussir donc à un emploi, ne pas réussir à vendre ses compétences, mais on peut ne pas avoir un diplôme et on fait une formation qui va permettre d'avoir un poste approprié, adéquat et réussir une carrière professionnelle. Donc le diplôme, c'est vrai, c'est la base peut-être pour certains métiers. On ne peut pas faire un métier de médecin sans être médecin, mais il y a beaucoup d'emplois pour lesquels il est nécessaire d'avoir une qualification. D'ailleurs, l'enquête de l'ONS l'indique à 55,7%, c'est important. Il faut de la qualification pour ceux qui n'ont pas de qualification. Et il faut de la reconversion professionnelle pour ceux qui ont déjà soit des diplômes ou des qualifications, mais qui n'arrivent pas, qui ont des barrières d'accès au marché de l'emploi. Ce sont des barrières d'accès. Je vous donne un exemple. Juste un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a un diplôme en sciences sociales,
il ne faut pas qu'il continue à attendre un poste dans une administration, ou bien je sais pas, parce que souvent, ce sont les postes les plus prisés. Il faut qu'il fasse l'effort aussi, d'abord, d'être mobile, parce qu'il peut trouver un emploi qui n'est pas très proche de son domicile. Il faut qu'il fasse l'effort aussi de se reconvertir au plan professionnel. Se reconvertir, c'est apprendre un autre métier, avoir une autre qualification qui va lui permettre de trouver un emploi, mais quand il a une nouvelle qualification, plus un diplôme à la base, il peut évoluer mieux que d'autres qui sont sur les mêmes postes éventuellement. Donc la question de reconversion professionnelle et de qualification sont extrêmement importantes et vous avez beaucoup de pays aujourd'hui qui tablent sur la question de la formation pour lutter contre le chômage. Parce que le chômage, on lutte par l'économique à travers les offres d'emploi, en améliorant en amont donc, le climat des affaires pour permettre à l'économie vraiment d'avoir un essor. Et on lutte aussi à travers la préparation et l'amélioration de l'employabilité des demandeurs d'emploi. Et ça, c'est le rôle de l'ANEM pour donner une image claire, c'est-à-dire pour observer, parce qu'on fait de l'intermédiation, mais on fait aussi de l'observation, puisqu'on livre des statistiques, on livre une image, on va dire, on ne peut plus clair sur le marché de l'emploi. Mais il y a aussi les systèmes de formation, le système éducatif, le système de formation professionnelle, avec lesquels nous avons donc des relations au niveau local surtout, et puis au niveau central. Au niveau local, il y a des conseils de partenariat avec la formation professionnelle. Et nous avons aujourd'hui, par exemple, vous pouvez même le constater, on est en train de faire un peu de communication de visibilité sur nos actions au niveau local. On a beaucoup d'agences qui vont vers le secteur, vers la formation professionnelle pour faire faire des petites formations, on va dire, des petites formations aux jeunes qui vont terminer leur cursus de formation. Par exemple, sur les techniques de recherche d'emploi, vous pouvez avoir quelqu'un qui a des qualifications solides, mais qui peut avoir un petit problème de communication. Et donc, à cause de ce problème de communication, il peut passer à côté d'une grande carrière. Donc, on fait des TRE, c'est des techniques de recherche d'emploi, au niveau des centres de formation, et on fait aussi des séances d'élaboration de CV, de l'aide de motivation. Ce sont des petits détails peut-être. Voilà, pour mieux orienter le demandeur d'emploi. Pour mieux orienter, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Voilà. Monsieur Nedil, alors vous êtes dans le secteur privé, vous êtes chef de projet d'une entreprise. Quels sont un petit peu les critères de recrutement à votre niveau? Donc là, pour revenir un petit peu à tout ce qui est diplôme, à tout ce qui est qualification universitaire, etc. Alors, déjà, nous, de notre côté, pour intégrer la société, c'est extrêmement simple. Il y a eu un investissement très important qui a été fait sur la communication sur les façades du site dans lequel nous produisons. Il suffit de passer, d'entrer, déposer son CV, vous avez la possibilité d'être appelé. Donc c'est là où on revient à la question de la formation, des qualifications ou des diplômes. Ce n'est pas un prérequis, c'est l'entretien et c'est vraiment le facteur humain qui détermine si la personne est apte à exercer le métier qu'on propose ou ne l'est pas. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Donc, non, mais pour ajouter justement un peu d'eau au moulin de notre ami, c'est-à-dire quand on arrive à vendre ses compétences, il faut avoir quelque chose à la base. C'est-à-dire même ceux qui sont reçus au niveau du call center, c'est vrai que lors de l'entretien, vous avez peut-être une proportion de surdoués, on va dire, mais la majorité, ils ont une formation quand même de base qui leur permet de vendre leurs compétences. Voilà, je ne sais pas si... Effectivement, je vous rejoins, ils ont une compétence de base. Voilà. J'insistais juste sur le point où ce n'était pas spécialement c'est pas un prérequis, oui. C'est pas un prérequis. De toutes les façons, et nous c'est important, parce que pour exercer un métier ou n'importe quel métier, pardon, oui. je reviens à la question de la formation. La formation est indispensable. Notre métier peut être compliqué ou simple, suivant les activités sur lesquelles nous faisons produire nos collaborateurs. Et c'est pour ça que nous avons des plans de formation qui sont adaptés à chaque type d'activité sur lesquelles nous avons la possibilité de les faire produire. Dans les systèmes économiques anglo-saxons, ça se passe de cette manière. Dans les entretiens, le diplôme et la formation, ce n'est pas un prérequis. C'est-à-dire vous allez faire un entretien et vous allez donc être formé, exercer le métier. Voilà, par la suite, s'il faut vous faire une autre formation, ils la font. C'est exactement le constat que nous faisons avec les entreprises dans WebHealth, qui est l'entreprise de M. Nedil. Les entreprises, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on le fait, donc j'ai constaté des choses en 2006 et aujourd'hui, accordent beaucoup moins d'importance au CV dans sa version papier qu'à la personne qui est en face. Beaucoup moins d'importance au diplôme et tout ce qui est écrit qu'à l'aptitude qu'a la personne à apprendre un nouveau métier. Et donc, Sichalane a parlé de l'employabilité, et c'est ça
la source clé pour lutter contre le chômage. Il faut être employable, c'est-à-dire être conscient de ce qu'offre le marché et de se mettre en adéquation. Ça, c'est un travail de marketeur. Là, en fait, on est un petit peu, j'ai envie de dire, influencé par le système américain qui fonctionne justement de cette manière. Où le CV, et puis même, vous avez le CV. Mais des fois, maintenant. vous avez le CV, et dans d'autres cas, vous avez aussi la personne. Vous pouvez avoir, ça nous est arrivé, moi-même, j'ai fait pour des entreprises, j'ai fait des sélections, des présélections. J'ai essayé de m'y mettre, comme tous mes collègues conseillers. Nous avons 3000 conseillers à l'emploi au niveau national. Et donc, des fois, vous lisez un CV, quand vous terminez donc l'exploitation du CV, vous allez vous dire que vous allez rencontrer vraiment l'oiseau rare. Mais ça, vous pouvez être déçu. Donc, quand vous rencontrez la personne, à plusieurs niveaux. Donc, et ça, on donne beaucoup de conseils aux jeunes. On va commencer d'abord par la communication, par la façon de présenter les choses. Et puis, on peut aller vers des choses qui peuvent être intimes, par rapport à la tenue, par rapport à... Voilà, donc on rentre dans certains détails pour essayer de conseiller les demandeurs d'emploi. Je vous cite peut-être un petit exemple. Une fois, donc, on a eu un cas, puisque nous faisons du traitement aussi au niveau de la cellule d'écoute, on reçoit des courriers électroniques, on a un numéro vert, le 3005, qui a reçu plus de 10 000 appels depuis le 1er janvier au 31 décembre 2015. Sur les 10 000 appels, il y a plus de 5 000, c'est des demandes d'information. Donc vous voyez l'importance de ce moyen de communication. Donc je disais, donc un informaticien qui a fait une lettre, un courrier électronique, qui a posé un problème dans une wilaya de l'intérieur du pays, un problème par rapport aux difficultés qu'il a pour trouver un emploi. Et on s'est dit, sur le marché de l'emploi, normalement, les informaticiens n'ont pas de problème d'accès au marché jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je vous confirme que les informaticiens trouvent beaucoup plus facilement de l'emploi. Et puis le hasard a fait que j'étais en déplacement dans cette wilaya et j'ai encore rencontré le jeune qui était accompagné d'un membre de sa famille. Et lors de l'entretien qu'il avait avec le conseiller, c'était pas le jeune qui parlait, mais c'était le membre de la famille. Et j'ai dit au membre de la famille, j'ai dit attention, le premier problème de ce jeune, c'est vous-même. Donc il faut le laisser s'exprimer. Donc là, c'est un petit détail, madame. Oui. Je donne un petit détail. Donc, et puis j'ai essayé... Il faut être un bon conseil, de toute façon, téléspectateur. Voilà. Et j'ai essayé de libérer un peu le jeune que j'ai rencontré. Et j'ai appris par la suite qu'en le libérant, le recevant tout seul, en le prenant en charge, en l'accompagnant, il a réussi par la suite à voler de ses propres ailes et on l'a placé dans une entreprise. Et je pense qu'il commence à faire. Donc c'est une barrière qui a été faite vraiment d'une manière. En fait, là, il a joui d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que la première barrière, je pense qu'elle est d'ordre psychologique et de communication. Après, par la suite, les formations de base et qualifications qu'on a, même s'il ne les a pas, quand on le rencontre, on lui conseille de les faire. On lui dit, il faut aller faire de la formation. Donc ça, c'est notre rôle dans l'orientation. Voilà, c'est pour ça que des fois, vous avez des offres d'emploi qu'on n'arrive pas à satisfaire. Oui. Vous avez des offres qui sont satisfaites, mais vous avez des offres qui ne sont pas satisfaites. Une partie des offres ne sont pas satisfaites par rapport à la rareté de la main-d'œuvre qualifiée, qu'elle soit dans l'exécution, dans la maîtrise, dans l'encadrement, mais une partie qui est aussi importante, elle n'est pas satisfaite par rapport au refus, parce qu'il faut en parler aussi. Vous avez aussi des personnes qui ne veulent pas aller vers des postes d'emploi, et puis dans beaucoup de cas on les comprend, par rapport à la pénibilité, par rapport à l'éloignement, par rapport à la rémunération, par rapport au cadre du travail, par rapport à la couverture sociale aussi. Donc ça aussi c'est une question, elle est même, je pense qu'elle est même reprise dans le projet de la Constitution. Dans le projet de la Constitution, il y a un alinéa qui a été ajouté et qui parle du droit du travailleur à la couverture sociale. Ça aussi, c'est important. Il ne faut pas parler uniquement de l'emploi, mais il faut parler de l'emploi en général, parce qu'il y a le BIT aussi, qui parle de l'emploi décent. Donc les conditions de travail, la couverture sociale et l'emploi. Il y a un autre problème aussi, c'est la perte d'emploi. Donc plusieurs entreprises recrutent des gens recrutent donc des employés sur des contrats, et puis par la suite donc on arrête le contrat et le jeune ou la personne se retrouve sans emploi. Et dans ce cadre donc justement il y a eu le projet du code du travail pour essayer de trouver donc un ajustement entre l'employeur et l'employé. La question du code du travail, Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale s'est prononcé sur la question du code du travail. Le code du travail est en examen par les partenaires sociaux plutôt. Mais si je réponds à votre question par rapport à la perte d'emploi, il faut dire aussi, et là je mets en exergue les chiffres de l'ONS. Pour l'ONS, il y a donc 66%
des personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc 33% et quelques qui sont qui recherchent qui ont perdu leur poste et qui recherchent de l'emploi. Ils ont perdu leur poste. Je pense que nous sommes aussi maintenant sur un marché qui commence à être un peu flexible aussi, hein. Oui. Parce que quand on dit flexible avec de la sécurité. C'est d'ailleurs dans la terminaison de l'emploi, on utilise le terme flexicurité, mais il existe surtout dans les pays nordiques, hein. Le Danemark, la Norvège, des pays comme la Suède, ils ont la flexicurité, c'est-à-dire on passe d'un emploi à un autre. Mais quand on parle de la fin d'un contrat, c'est pas toujours du fait de l'employeur. Il faut se le dire. Oui. Hein? Oui. Même nous, l'ANEM, on a perdu des compétences, elles sont parties vers d'autres secteurs parce qu'elles ont trouvé de meilleurs salaires. Donc c'est un contrat qui est donc rompu entre l'employeur et l'employé. Bon, mais si on va vers un autre salaire qui est meilleur, on a toujours du travail. Donc, en fait, on n'est On pas a- chômeur. Non, mais pour vous dire, madame, Oui. pour vous rassurer que les contrats c'est-à-dire qui sont rompus entre les employeurs et les demandeurs d'emploi ne sont pas toujours des situations qui mènent toujours vers le chômage. Effectivement. Voilà. Mhm. toute façon, Monsieur Jaffer? Oui. La loi encadre bien ça. Oui. Il y a, les CDD sont faits pour des projets ou pour des situations Qui temporaires. sont clairs et qui sont Voilà, vraiment- qui sont clairs et encadrés par la loi. Il y a les CDI. Donc, une entreprise qui fait appel à des employés ou des salariés dans un cadre CDD, donc à durée déterminée, Déterminée. parce qu'il répond à certains besoins. Je veux dire, c'est ça, c'est une flexibilité qui est accordée par les lois et donc qui est. Le problème n'est pas là. Aujourd'hui, les emplois, il y en a des nouveaux qui se créent. D'anciens qui diminuent. Qui diminuent. Voilà, qui disparaissent donc, d'autres aussi. qui disparaissent, exactement. Effectivement. D'autres qui changent ou qui mutent. Donc, notre force, c'est pour ça que je reviens sur la partie employabilité. La corrélation est très claire. Plus on sait faire quelque chose, moins on risque d'être au chômage. Voilà. Donc, il faut augmenter ses Ça qualifications. fait, D'accord. Alors- il y a aussi la posture du travailleur. Bon. Tout à fait. Il est travailleur. Donc peut-être il a inclus dans son parcours professionnel un risque de perte d'emploi. Mais s'il fait l'effort nécessaire, il ne risque pas de le perdre parce que moi je suis Oui. manager et j'ai des compétences que je ne veux pas perdre. La même Effectivement. chose pour l'OE, je pense aussi. Oui. Même notre ami aussi doit avoir donc des collaborateurs qu'il ne veut pas perdre. C'est Donc il y a aussi effectivement le cas la. pour toutes les entreprises. voilà. Alors justement, en ce moment, ou durant toutes les dernières années, l'État était le plus grand créateur d'emplois. Oui. Alors avec la conjoncture économique actuelle du pays, est-ce que ce sera toujours le cas? Non. Ou devrions-nous Je pense se- qu'il y a une c'est de moins en une moins évolution très très sensible. Le marché de l'emploi en Algérie a changé sensiblement. Moi, je veux dire qu'il a changé radicalement. Pourquoi? Parce je me rappelle par exemple en 90, les années 90, au début des années 90, on avait l'État qui était le seul employeur, le seul investisseur, le seul salarié. Oui. On avait même les grandes surfaces, c'était des grandes surfaces étatiques, on avait des monoprix, des galeries d'Algérie, des sokhana. Et Aujourd'hui, tout a changé. On a le secteur privé qui joue un rôle prépondérant, qui joue un on peut rôle dire. prépondérant, même si au niveau du tissu industriel et économique, on n'a pas encore ce qu'il faut comme entreprise, puisqu'on est autour de 18 à 20 entreprises pour 1000, alors que les normes au niveau des pays qui sont très bien développés, c'est autour de 45 à 50 entreprises par 1000 citoyens. Mais aujourd'hui, nous avons par exemple au niveau de l'ANEM, 70% des offres d'emploi et même des placements, elles se font dans le secteur privé, économique bien sûr, parce que le secteur privé, il est à 100% économique. Mais l'enquête de l'ONS aussi parle de 58% de salariés qui sont dans le secteur privé. Et là, C'est plus que la moitié. l'ANEM, quand elle parle de 70%, elle n'inclut pas la fonction publique. Mais l'ONS, quand elle parle de 58%, elle inclut la fonction publique. C'est-à-dire, si vous considérez tous les employés de la fonction publique, plus tous les employés donc, publics, qui ne sont pas de la fonction publique, et ça existe, les établissements qui ne relèvent pas de la fonction publique, mais qui font du service public, vous avez moins de 40%, un peu plus de 42%. Et 58%, ils le sont dans le secteur privé. Donc le secteur privé, aujourd'hui, constitue l'employeur numéro 1 en Algérie. Bien sûr, il est dans le secteur économique. Une petite chose que je voudrais ajouter, il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui que, et je le redis à chaque fois, c'est l'économie qui est de nature à créer de l'emploi et à booster l'emploi. Donc, je donne aussi, j'essaie de conseiller un petit peu, si je me permets de le faire à mes concitoyens. Il ne faut pas avoir comme fixation un focus uniquement sur un emploi public.
Parce qu'il y a des emplois qui sont dans le secteur économique et qui sont dans beaucoup de cas aussi des emplois qui assurent un parcours professionnel vraiment très intéressant. Et le secteur privé est parmi nous ce soir justement représenté par Zinedine Nedil. Et justement, notre collègue est venu à votre niveau. Ouais. Il nous a fait ce gros plan à travers ce reportage. On se retrouve juste après. Trouver un emploi quelques jours seulement après avoir passé son entretien n'est pas monnaie courante par ces temps de crise et pourtant ce jeune de 30 ans vient d'être confirmé dans cette entreprise, fruit d'un partenariat algéro-français. Bonjour. 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 Monsieur. Bonjour madame. Bienvenue. Ça va? Très bien, je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Là, jour le jour, je suis à la recherche d'un emploi. Très bien. Et je pense avoir les caractéristiques, le profil pour pouvoir travailler dans votre entreprise. J'ai appris aussi qu'au niveau de votre entreprise, il y a une possibilité d'évolution, de pouvoir bien évoluer. J'ai intégré l'entreprise en 2011, donc j'ai commencé tout comme vous, en tant que conseillère clientèle. Par la suite, j'ai profité des possibilités d'évolution. Donc je pense que c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Donc on évolue très rapidement. Au bout de 5 ans, j'ai pu occuper 3 postes de travail différents. Autre exemple d'une meilleure intégration dans cette entreprise, Rassim, master en physiopathologie, conseiller client chez Webhelp depuis seulement 2 ans, il a été déjà promu au poste de superviseur de projet. Il manage une équipe de 80 personnes. Il évalue leur performance et la qualité du travail accompli. Je suis venu chez Webhelp par hasard, j'ai passé mon entretien, j'ai été accepté. Donc en fait j'ai suivi une formation en tant que conseiller client qui a duré 21 jours. J'ai occupé le poste de conseiller client pendant 15 mois. Et après, donc, je suis monté au grade de superviseur que j'occupe aujourd'hui aussi depuis 15 mois. J'ai grimpé les échelons pour atteindre le poste d'aujourd'hui de chef de projet. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je chapeaute 3 activités au sein de Webhelp. Donc 3 activités dans 3 secteurs très différents. Une dans le mode de livraison, le média et la télévision. Je suis très satisfaite du parcours que j'ai pu avoir depuis 2011, les formations qui m'ont permis aujourd'hui d'atteindre cet échelon-là et de pouvoir assurer au quotidien mes tâches. Donner l'opportunité à la nouvelle génération de trouver un emploi et de développer ses compétences, telle est la devise de Webhelp Algérie. À sa tête, ce jeune d'origine algérienne qui a décidé d'investir le marché algérien et a installé au début des années 2000 ce centre d'appel qui emploie actuellement plus de 600 jeunes. Notre credo, c'est que la vraie richesse du pays réside dans l'éducation, la curiosité et le talent de sa jeunesse. Et notre fierté chez Webhelp, c'est de donner l'opportunité à cette nouvelle génération de développer et d'optimiser ses compétences dans un cadre professionnel d'excellence. Le Made in Algeria by Webhelp, il existe déjà et nous l'exportons déjà en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et nous comptons bien ne pas nous arrêter là. Nous sommes aujourd'hui le seul acteur de dimension internationale à avoir fait le choix d'investir en Algérie. Nous avons aujourd'hui 600 collaborateurs, nous comptons passer la barre des 1000 d'ici à la fin de l'année. Et je fais appel à toutes les bonnes volontés pour nous y aider et pour aller encore plus loin, je l'espère. Un développement qui garantit aux demandeurs d'emploi des formations de qualité, l'opportunité d'évoluer, un environnement et des conditions de travail aux normes internationales en vigueur. Voilà, c'était donc un reportage de Youssef Dhili. Alors, Monsieur Nedil, on vient d'apprendre que vous avez été recruté de la même manière. Oui, alors pour la petite histoire, c'était mon CV que j'avais déposé à l'époque sur une annonce d'emploi TIC et j'ai été rappelé. Alors, on n'avait pas encore les infrastructures que nous avons aujourd'hui, mais j'ai été rappelé en fait dans les 5 minutes qui ont suivi le dépôt de mon CV. Alors, parlez-nous un petit peu de votre projet. Vous êtes chef de projet. Je suis chef de projet aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de votre projet. Alors, sans citer de marque, nous travaillons pour une assez grande, pour ne pas dire très grande. Enfin, très grand client français. Et mon effectif aujourd'hui compte plus ou moins 140 personnes, donc 140 conseillers commerciaux. Nous sommes sur une activité commerciale et plus ou moins 30 managers. C'est une activité qui compte près de 170 personnes. Alors en à peine 2 ans, l'entreprise est passée de 150 employés à 600. Ah oui, effectivement. Alors il y a à peine 2 ans. J'ai envie de dire. C'est exactement ça en fait. Il y a à peine 2 ans, nous étions. Alors je vais vous le dire, je vous raconte juste l'histoire. Il y a à peine 2 ans, nous étions 150, voire peut-être un petit peu moins. Et puis aujourd'hui, nous sommes 600 et comme l'a dit notre directeur, nous comptons dépasser la barre des 1000 très prochainement. Le secret, il est simple en fait. C'est dans la simplicité qu'on a mis à disposition des gens qui veulent intégrer la société. Il suffit de se présenter, puis je vous invite à passer à côté du site. Vous verrez qu'il y a déposé votre CV qui sont placardés sur les vitres ou sur les façades. Il suffit de rentrer, déposer son CV. Vous avez la possibilité de passer un entretien dès que vous êtes dans le bâtiment, puis suite à l'entretien, on vous donne une date, dans le cas où c'est positif.
à laquelle vous commencez votre formation, suivant les activités dans lesquelles vous êtes dirigé, parce qu'aujourd'hui nous avons plusieurs secteurs d'activité, en fait nous exportons plusieurs secteurs d'activité. Nous travaillons par exemple pour des grandes sociétés de télécommunications françaises, nous travaillons pour des sociétés de transport, nous travaillons pour des compagnies aériennes, nous travaillons pour des banques. Et suivant donc la formation que vous ferez, vous serez redirigé vers un étage ou un autre, ou une activité ou une autre. Donc selon les activités que vous proposez. Exactement. Quelles sont les différentes activités que vous proposez? Alors comme je vous le disais, en fait, les activités dépendent des clients que nous avons. Nous avons des clients qui sont dans la télécommunication, pour qui nous proposons des services de commerce, de vente. C'est transformer, si vous voulez, des contacts clients qui sont pas clients chez nos clients donneurs d'ordre, en fait, en client. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros c'est ça. Nous faisons également dans l'assistanat technique, dans le suivi des services, tout type d'activité que vous pouvez imaginer en fait. D'accord. Alors, Monsieur Jaffa, vous êtes dans l'intermédiation, tout comme Monsieur Chalal d'ailleurs. Quelle est la situation de l'intermédiation en Algérie? Ça, je ne sais pas si je suis bien placé ou je laisserai Monsieur Chalal. Vous en parlerez les deux, parce que vous êtes dans le privé, lui il est dans l'étatique. Ce qu'on peut dire, c'est que notre impact aujourd'hui, les intermédiaires, les acteurs de l'intermédiation privée, nous sommes une vingtaine d'organismes, 22 organismes. 22, c'est quand même important. Répartis sur une dizaine de wilayas. Et notre impact aujourd'hui, il est de plus en plus important. Il reste insuffisant. Je pense que l'ANEM et les autorités attendent plus de nous. Mais on fait de notre mieux pour croître. L'exemple de notre agence, nous avons commencé en 2006 à 2. Aujourd'hui, et avec quelques centaines de placements par an. Aujourd'hui, nous sommes 50 collaborateurs. Et nous avons plusieurs milliers de placements par an. Donc c'est quand même une très forte croissance sur quelques années. Le marché aujourd'hui est demandeur et preneur. Les entreprises demandent ce conseil, demandent qu'on les accompagne à chercher, sélectionner et recruter les bonnes personnes. Et elles font appel pour ça à l'ANEM ou aux organismes privés. Monsieur Chalal ? Voilà, donc l'Algérie a ratifié une convention du Bureau international du travail et ça ouvre la voie à des organismes privés de placement. Il y en a 22 au niveau du territoire national. L'ANEM n'a pas le monopole du placement. L'ANEM délivre des bulletins et emploitique.com ou bien d'autres agences privées le font aussi dans les wilayas où ils sont implantés. Bon, pour l'exemple du call center, si mes informations sont donc exactes, il y a des recrutements qui ont été faits par le biais d'Emploitique et d'autres qui sont faits par le biais de l'ANEM. Donc aujourd'hui, le client, il a le choix de passer par une agence ANEM ou de passer par une agence privée. Donc on considère que les organismes privés de placement comme étant des partenaires. Donc il n'y a pas de concurrence, le marché est ouvert. Donc ce sont vraiment de véritables partenaires pour l'ANEM et on les rencontre d'une manière régulière. Notre spécificité, parce qu'en fait les organismes agréés de placement sont 22 et chacun choisit un secteur, un type de métier, d'autres travaillent sur des postes de cadres dirigeants, d'autres sur plutôt des cadres intermédiaires. Notre spécificité a été de choisir Internet comme principal média de connexion entre les talents à la recherche d'opportunités et d'entreprises. Et c'est une spécificité aujourd'hui. C'est la stratégie de l'entreprise. C'est la stratégie de l'entreprise et Internet pour nous c'est le média de base. Ça, si vous permettez juste, je fais une petite liaison sur l'importance finalement du digital. Qu'on avait un projet en Algérie, e-Algérie 2013, ça fait déjà 2 ou 3 ans. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses pour digitaliser l'Algérie. Et l'importance, c'est un secteur qui crée beaucoup de valeur ajoutée dans tous les pays. Aujourd'hui, regardez les plus grandes entreprises dans le monde, elles viennent du digital. Google, Apple, Microsoft, eBay, Amazon, les plus grandes entreprises dans le monde, elles sont du digital. Et l'effet du digital est non seulement en tant que créateur d'emplois et de richesses dans un pays, mais c'est aussi un effet transversal sur tous les autres secteurs. Ça permet de gagner en productivité et tout ça. Voilà. Mais sinon, les nouvelles technologies en général, elles créent beaucoup d'emplois. Mais sinon, ce que je voulais savoir, c'est quelle est la situation géographique, en fin de compte, des marchés d'emploi et du chômage.
Bon, géographique, vous avez ce qu'on appelle les bassins de chômage, plutôt les bassins d'emploi, et des foyers de chômage. Vous avez des wilayas où il y a vraiment de grands bassins de l'emploi. Bon, je vous cite quelques exemples. Arjou est un grand bassin, Hassim Saoud est un grand bassin de l'emploi, Skikda est un grand bassin d'emploi, Port Bouariri, Béjaïa, Sétif aussi est un très grand bassin de l'emploi. Après, vous pouvez trouver au niveau de la même wilaya des bassins de l'emploi, donc, qui sont localisés dans les wilayas, et des foyers de chômage. Je veux dire, les foyers de chômage pour nous, ce sont des daïras, des communes, ou on va dire des territoires où il n'y a pas beaucoup d'activité économique. Et comment ils sont pris en charge? Ils sont pris en charge par l'ANEM dans un autre cadre. Par exemple, au niveau de l'ANEM, quand on reçoit de l'offre d'emploi, quand il s'agit de gros comptes, c'est-à-dire de grandes entreprises, on fait une répartition. C'est-à-dire que, par exemple, je reçois 20 postes de travail. Je donne un exemple. Par exemple, je ne sais pas, si des Abbas, par exemple, si le NIEM me offre 100 postes, on ne va pas les affecter tous on va dire à la daïra ou la commune où est implantée l'entreprise. Il y a d'autres agences qui vont bénéficier aussi, qui vont obtenir, dans le cadre de la compensation, des offres qui vont proposer à des jeunes. On le fait. Nous avons aussi une dimension économique, mais il y a une dimension sociale dans notre métier. Et pour les grandes entreprises, on le fait. Par exemple, sur Alger, Algérie Télécom, elle est située à Al-Harraj, mais les employés d'Algérie Télécom viennent de tout Alger et même des wilayas limitrophes. Donc, on a même une note interne qui est diffusée au niveau de tout le réseau. Nous avons 267 agences au niveau national. Donc, au niveau de toutes ces agences, il y a des instructions qui sont données pour traiter donc, les offres d'emploi qui viennent de grandes entreprises. De cette manière, offrir des emplois à des personnes qui sont localisées dans des foyers de chômage. Et puis vous avez aussi la priorité qui est offerte aux demandeurs d'emploi qui sont en poste dans le cadre du DAIP. Il ne faut pas les oublier. Vous avez aussi des jeunes qui sont installés dans le cadre des dispositifs d'insertion professionnelle, avec des contrats, et à qui on donne la priorité quand on traite les offres d'emploi. Je voudrais parler aussi, si vous vous permettez, de la modernisation, puisqu'on est dans la modernisation, les emplois digitalisés et tout. Donc, durant toutes ces dernières années, notamment les 5 dernières années, depuis 2006, déjà l'ANEM s'est attelé, l'État a mis en place un programme de réhabilitation de l'agence, c'était le bureau de main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est devenu l'ANEM. Donc, il y avait le côté, l'aspect prise en charge de l'accueil, donc on a amélioré les agences, les locaux et tout. Par la suite, on est passé aux effectifs. Donc, les effectifs, aujourd'hui, on a plus de 3000 conseillers. Et puis, la formation des effectifs, l'amélioration de leurs capacités. Aujourd'hui, donc nous tablons dans dans notre stratégie, on met vraiment, on cristallise, on met en exergue la question de la modernisation. Nous avons développé un nouveau système d'information. On a développé, on l'appelle le système OACET. Au niveau interne, on a une plateforme Internet pour l'agence uniquement. Donc il y a des échanges. Et puis on a le traitement aussi électronique. Par exemple, au niveau des bureaux, on ne traite plus dans les paraphères. C'est les courriers électroniques, et même les instructions sont données par courrier à travers la messagerie professionnelle. Et puis et nous allons vers les années 2016 et 2017 vers les services à distance au profit des demandeurs d'emploi. Donc ils peuvent revalider leur carte, qui peuvent s'inscrire dans n'importe quelle wilaya, revalider dans n'importe quelle wilaya. Et quand il y aura des offres d'emploi qui correspondent à leur profil, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a 2 ans, il n'y a même pas 2 ans, peut-être moins d'une année, quand on reçoit une offre d'emploi, on cherchait donc les fiches des demandeurs d'emploi dans des clapets, dans des armoires. Aujourd'hui, tout est dans le système. Et puis, il y a ce qu'on appelle un matching, donc un rapprochement électronique de l'offre de la demande. 2016-2017, ça va être les offres à distance. Donc, les citoyens, les demandeurs d'emploi et même les employeurs, donc recevront des mails, des SMS. Donc, on utilise toutes les nouvelles techniques aussi de communication pour pouvoir offrir un meilleur service à nos clients. Monsieur Nedil, alors vous êtes implanté à Alger. Est-ce que vous avez d'autres antennes dans les autres wilayas ou... Alors, non, pour le moment, la seule antenne que nous avons est sur Alger, donc au niveau d'Al Ibrahim. Mais par contre, comme c'est une multinationale, en fait, elle existe dans plusieurs pays. Elle est présente dans la quasi-majorité de l'Europe, pour ne pas dire quasi-totalité de l'Europe, et au Maroc également.
Et les différents demandeurs d'emploi que vous avez, ils sont généralement du centre d'Alger? Pas spécialement en fait. On a beaucoup de personnes qui nous viennent des wilayas d'à côté, on a beaucoup de personnes qui viennent de Blida, on a beaucoup de personnes qui viennent de Boumouedas et Tizi Ouzou également. Et le fait que nous arrivions à garder des personnes qui habitent aussi loin, c'est quand même un petit peu loin. Blida, Boumouedas, Tizi Ouzou, surtout avec les situations de trafic que nous avons à Alger. Beaucoup de moyens ont été mis en place en fait. Le transport est assuré, les gens sont ramenés de chez eux le matin, sont déposés chez eux le soir. Ils ont la possibilité de déjeuner sur place. Il y a eu réellement un investissement très important qui a été fait pour que l'employé se sente bien, pour que l'employé ait une vision élargir un petit peu aussi la chance à tous à différents jeunes donc d'intégrer votre société. D'intégrer, ça c'est le premier point, mais également la possibilité d'évoluer en fait. Si on peut reprendre la question de la flexibilité, puisque tout à l'heure on en a parlé, il y a des turnovers qu'on constate dans les entreprises. Rapidement. Non, je donne juste l'exemple d'entreprise par exemple. Ils ont certainement un petit turnover, c'est-à-dire des gens qui travaillent et qui quittent. Mais l'intérêt pour nous, l'ANEM, même si ça se passe dans une entreprise, pour moi, l'intérêt, c'est que cette personne a amélioré son employabilité après une petite expérience. M. Jaffar ? C'est complètement d'accord. Cette dynamique dans le marché de l'emploi, la possibilité de pouvoir changer, de trouver mieux, c'est parfait. Ça fait l'affaire de tout le monde. Donc c'est très bien. Merci beaucoup. Donc je rappelle, était parmi nous M. Shalal Mohamed Tahar, DG de l'ANEM. Était parmi nous également Louaï Jaffar, cofondateur de Emploitique.com. Et enfin Zindine Nedil, chef de projet de WebHelp. Merci beaucoup, messieurs. Vous retrouverez la semaine prochaine un autre numéro, un autre thème, un autre sujet à travers Semaine Éco. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Canal Algérie.